Aujourd'hui, on va continuer notre série sur les véhicules de la Seconde Guerre mondiale. Comme vous le savez, j'ai à cœur de vous présenter l'histoire d'une façon immersive. Et cette fois, je vous présente un avion allemand, donc l'uniforme que je porte est forcément en rapport. Je considère que porter le Troisième Reich sur ses épaules n'est pas quelque chose d'anodin, je le fais dans le but de transmettre et de vulgariser l'histoire. Pas de propagande ici. Vous l'avez sans doute remarqué, mais un détail de cette tenue a été modifié, c'est quelque chose de nécessaire pour que cette vidéo puisse être vue par le plus grand nombre. Maintenant que ce point est clair, bon visionnage! Nous sommes aujourd'hui au musée Volant-Salis sur l'aérodrome de La Ferté-Alais et je suis accompagnée d'un monument, une relique. Le dernier survivant encore volant, un Junkers Ju-52 de 1943. Il est prévu qu'il décolle pour rejoindre un meeting en Angleterre une fois que j'aurai fini le tournage de cette vidéo. C'est pour ça qu'il est en train d'être préparé. Mais avant de le laisser partir, on va revenir ensemble sur l'histoire de cet avion de transport allemand au look quelque peu original. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Ça vous surprendra pas, mais depuis que les Boches se sont installés dans le village, la tenue de nos opérations est devenue un vrai casse-tête. Notre prochaine mission sera donc d'infiltrer la commandanture pour la saboter de l'intérieur. Et pour ça, chers amis, il faudra vous faire passer pour l'un d'entre eux. Il y en a qui parlent allemand ? Ich liebe dich. Si vous nicht intervenieren, Maréchal Caput. Das ist eine Kolossalkonspiration. Oh, j'ai entendu pire, hein. Mais pour être crédible, laissez-moi vous présenter Rosetta Stone, le partenaire de cette vidéo. Rosetta Stone, c'est une méthode d'apprentissage immersif qui propose 25 langues et dont chaque leçon ne dure que 5 minutes. Vous pouvez travailler à votre rythme tous les jours, où que vous soyez, grâce à leur appli mobile ou tranquillement de chez vous sur votre ordinateur. Je vous recommande d'y consacrer quotidiennement au moins 15 à 30 minutes pour progresser plus rapidement. Conseil d'amis au passage, pour vous aider à progresser encore plus vite, regardez tous vos films et séries en VO. C'est un moyen efficace et très simple d'entendre la langue et découvrir la richesse des accents régionaux, sans oublier d'apprécier pleinement le talent de vos acteurs préférés. No fucking Achtung! Un petit plus très sympa de l'appli, c'est la technologie True Accent, qui permet de comparer votre prononciation à celle de locuteurs natifs. Tiens, vas-y, essaie. Die Leiter. Die Leiter. Die Leiter. Ben voilà, c'est bien quand tu veux. Que ce soit pour des voyages, infiltrer les lignes ennemies, votre activité professionnelle ou tout simplement pour le plaisir d'apprendre une nouvelle langue, Rosetta Stone vous aide à vous immerger directement, sans traduction, en vous reposant sur le contexte pour apprendre de nouveaux mots et phrases. C'est simple, rapide et en plus, avec le lien dans la description de cette vidéo, vous avez 60% de réduction sur l'abonnement à vie qui comprend les 25 langues proposées par Rosetta Stone en accès illimité. Vous pourrez donc non seulement apprendre l'allemand, mais aussi l'anglais, l'italien, le russe ou le japonais si ça vous chante. La méthode est accessible à tous, peu importe votre niveau, alors lancez-vous dès aujourd'hui. Merci à Rosetta Stone pour leur soutien et bonne vidéo. Le Junkers Ju-52-3M, surnommé Tante Ju par les Allemands ou Iron Annie par les Alliés, est un avion de transport conçu par la société allemande Junkers. Son fondateur, Hugo Junkers, était un pionnier dans son domaine. Déjà en 1915, il avait conçu le Junkers J1, premier avion entièrement métallique de l'histoire, à une époque où les avions étaient principalement faits de bois et de toile. Le développement du Ju-52 débute à la fin des années 20 et c'est l'ingénieur aéronautique Ernst Zindel qui le dessine. À la base, c'était un avion de ligne civile, mais en 1933, le Troisième Reich exige qu'il en soit fait une version militaire. Hugo Junkers est fermement opposé au régime national-socialiste et refuse de travailler pour eux. Déjà que lors de la Première Guerre mondiale, c'était à contre-cœur qu'il avait développé des avions pour l'Empire allemand. Suite à sa résistance, il sera placé en résidence surveillée en 1934 et contraint de transférer les brevets restants et de céder 51% de ses parts au ministère de l'Aviation du Reich, tout ça sans compensation. Il a également été interdit de séjour dans ses propres usines. Clairement, non n'était pas une réponse acceptable pour les nazis. Hugo Junkers décédera en 1935 le jour de son 76e anniversaire et le Reich, en proposant une indemnisation à sa veuve Thérèse, pourra mettre la main sur le reste des parts de l'entreprise afin de produire des avions de guerre. Quand on voit cet avion, ce qu'on remarque tout de suite, c'est la tôle ondulée qu'il compose.
Je vous en ai déjà présenté d'autres des avions et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, on est d'accord. Moi j'y vois une ressemblance avec le type H de chez Citroën. Et c'est pas étonnant quand on sait qu'André Lefebvre, l'ingénieur qui a travaillé sur la célèbre camionnette, venait du monde de l'aéronautique. Il connaissait forcément la petite astuce du constructeur allemand. La tôle métallique ondulée utilisée sur cet avion est faite en duralumine, un matériau mis au point par Junkers et déjà utilisé sur plusieurs de ses modèles comme le F-13 ou encore les W-33 et 34. C'est en 1912 qu'Hugo Junkers dépose un brevet pour cette technique d'habillage de ses appareils. Et dans les années 20 et 30, ça devient un trait caractéristique de plusieurs appareils du fabricant, comme ceux que j'ai cités juste avant par exemple. Cette structure offrait une meilleure résistance tout en réduisant le poids, et ça dans l'aviation c'est plutôt cool, tout en le rendant robuste et simple à produire. Mais le problème c'est que de par sa forme, elle augmentait la traînée aérodynamique. Autant sur un utilitaire comme le type H on s'en tape un peu, mais sur un avion c'est un peu bof. Après l'apparition de nouvelles techniques et alliages, les constructeurs abandonnent rapidement cette solution au profit de polices rivetées bien plus aérodynamiques. Le cahier des charges de l'époque imposait une cabine fermée pour une quinzaine de passagers, une charge utile de 1200 kg sur 1200 km, mais surtout une conception polyvalente et facile à entretenir. L'avion, avec son train fixe, ses volets débordants et ses nombreux appendices, ne promettait pas de grandes performances en vitesse. 5 prototypes monomoteurs seront construits. Spacieux mais sous-motorisés, ils offraient une charge utile beaucoup trop limitée. La solution, un peu comme s'il l'avait vu venir, Zindel avait déjà prévu une autre version avec 2 moteurs supplémentaires ajoutés sous les ailes comme celui que vous pouvez voir ici. Et cette version s'appelle JU52 3M. 3M, ça veut dire Drei Motoren, ça marche en allemand, en français et en anglais. Pratique. En 1931, cet avion est une révolution. Faut savoir que dans les années 30, voyager en avion, c'était pas comme aujourd'hui. Faut pas vous imaginer un Allemand décontracté avec sa petite valise qui part en direction Mallorca, le tout en 2 heures avec de la musique dans les oreilles. Non, à l'époque, les avions transportaient surtout du courrier. Les passagers étaient rares et voyageaient au milieu du fret, emmitouflés dans des manteaux pour affronter le froid, ballottés durant des heures sans aucun contact avec l'équipage. Un vrai voyage en première classe. Le JU52, lui, offrait une cabine moderne, siège confortable, service à bord, toilettes et la possibilité de voyager simplement en tenue de ville. Bon, pas dans celui-là, parce que c'est la version militaire, mais je vais y revenir. La Lufthansa l'intègre rapidement à ses lignes, reliant notamment Berlin à Rome et Milan en 8 heures, avec le spectacle des Alpes en prime grâce à ses larges fenêtres. Le succès est tel que de nombreux pays l'achètent, et face à la demande croissante, la production doit être décentralisée pour suivre le rythme. Mais ensuite, fini de rigoler parce qu'il va falloir en faire une version militaire, parce que la soif d'espace du nouveau chancelier allemand ne va pas tarder à secouer toute l'Europe. C'est en 1935 que le JU52 commencera à voler sous les couleurs de la Luftwaffe, l'armée de l'air du Reich. La version militaire diffère assez peu du modèle civil, mais se présente dans plusieurs adaptations. En bombardier, avion de reconnaissance maritime ou chasseur de mines, il était la base essentielle du transport aérien de la Luftwaffe. Monté sur roues, flotteur ou ski, il opérait sous toutes les latitudes et dans des conditions climatiques extrêmes. Solide et rustique, capable de décoller et d'atterrir sur des terrains sommaires, il assurait le transport de troupes, le largage de parachutistes et le ravitaillement. Tout ça des steppes russes glaciales au sable brûlant du désert libyen. L'appareil acheminait non seulement le matériel, mais aussi le courrier et repartait souvent chargé de blessés sur civière, faisant du JU52 l'une des premières véritables ambulances volantes. C'est à ce moment-là qu'il sera surnommé Tante Ju par les soldats allemands. Il incarnait la tante attentionnée, douce et rassurante, toujours prête à veiller sur ses proches. Mais cette gentille tante, malgré les opinions anti-nazies du fondateur de l'entreprise qu'il a vu naître, transportera également les dignitaires du Troisième Reich, dont Hitler lui-même, et elle sera un outil précieux de son accession au pouvoir. Au début des années 30, la propagande nazie va marquer un tournant. Lors de la campagne électorale de 1932, Hitler et son parti mettent en place une opération sans précédent appelée Deutschlandflug, comprenez vol à travers l'Allemagne. Avec un JU52 affrété spécialement par le parti, Hitler peut se déplacer d'une ville à l'autre en un temps record. Là où ses adversaires doivent compter sur le train ou la voiture, lui peut enchaîner jusqu'à 4 ou 5 meetings par jour. Et chaque atterrissage devient un événement. Les foules se pressent pour voir arriver l'avion avant d'assister à son discours. C'est non seulement un gain de temps, mais aussi un coup de propagande magistral. L'avion donne à Hitler l'image d'un homme moderne, énergique et infatigable, presque au-dessus des contraintes ordinaires. C'est la première fois dans l'histoire politique qu'un candidat utilise l'aviation de manière aussi systématique pour mener sa campagne. Plus qu'un moyen de transport, le JU52 était devenu un instrument de mise en scène.
Après sa nomination comme chancelier en 1933, il reçoit un exemplaire personnel et en confie les commandes à son pilote Hans Bauer. L'appareil, immatriculé dès 2600, est baptisé Immelmann II en hommage à l'as de la Première Guerre mondiale, Max Immelmann. Avec la montée en puissance du régime, la flotte personnelle du Führer atteint près de 50 appareils, principalement des Ju-52 basés à Berlin-Tempelhof, utilisés aussi par son cabinet et son état-major. En septembre 1939, sur la suggestion de Bauer, l'Immelmann II est remplacé par un exemplaire du nouvellement conçu Focke-Wulf FW200 Condor, quadrimoteur. Appareil avec lequel il atterrira d'ailleurs au Bourget à Paris pour son Blitzurlaub, sa visite touristique express de la capitale française en juin 40. Son Ju-52 restera disponible comme avion de réserve jusqu'à la fin du conflit. Est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu cet avion après la capitulation de l'Allemagne et la disparition du dictateur ? Si le Condor est détruit en 1944 par les Alliés, le devenir de son Ju-52 reste un mystère. Aucune piste crédible n'indique s'il a été capturé, démantelé, exposé ou réaffecté après la guerre. Il n'apparaît dans aucune collection publique, ni musée, ni documentation spécialisée. De nombreux modèles améliorés du Ju-52 apparaissent avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Le plus répandu reste le Ju-52-3 MG7E, équipé notamment d'un pilote automatique, de portes élargies et de diverses optimisations. Si comme moi, le terme pilote automatique vous a aussi fait tiquer, faut que je vous précise en quoi ça consistait. Il s'agissait d'un système gyroscopique ayant pour but de maintenir l'avion droit à cap et altitude stable. C'était une aide précieuse pour la navigation et le confort des pilotes sur de longs vols, mais c'est très éloigné des systèmes modernes capables de gérer un vol entier. En tant qu'avion de transport militaire, le Ju-52 peut embarquer jusqu'à 18 soldats équipés. Son armement comprend 2 mitrailleuses latérales MG15 de 7,9 mm et une mitrailleuse dorsale MG131 de 13 mm. Sans protection particulière, l'opérateur de la mitrailleuse dorsale était exposé au vent et aux intempéries. Autant vous dire que c'était plutôt une solution de fortune pour se défendre en cas d'attaque, parce que cet avion n'était pas du tout conçu pour le combat. Les versions suivantes reçoivent un vitrage retravaillé, des moteurs plus modernes, un train renforcé et une masse au décollage accrue. Le dernier modèle de guerre, le Ju-52-3 MG14E, bénéficie en plus d'un blindage renforcé pour le pilote et une capacité de défense accrue. À partir de la mi-43, la Luftwaffe réduit progressivement l'usage du Ju-52, lui cherchant un successeur plus performant. Rien d'étonnant ici, c'est le destin de tous les avions pendant la guerre. Il faut toujours rester à la pointe si on veut avoir ses chances. Le ministère de l'Air s'intéresse alors au Junkers Ju-352, un appareil plus grand et inspiré du 52 et envisage même de reconvertir les chaînes de production. Mais attendez, faut qu'on s'arrête une minute sur ce 352. Je sais que c'est totalement subjectif comme avis. Mais il est moche comme avion, non ? Autant on peut trouver du charme au 52, mais là, c'est quoi ce moteur central proéminent et cette bulle de cockpit horrible ? Je sais que l'ingénierie aéronautique allemande a accouché de pas mal d'ovnis à l'esthétique atypique durant les années de guerre. Je pense que celui-là en fait partie. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez toujours argumenter en commentaire ou me donner les noms d'autres avions de l'époque à l'esthétique douteuse, j'irai voir. Mais bon, quoi qu'on en pense, ils en feront pas beaucoup. Avec la pression grandissante des Alliés et leurs raids incessants, l'état-major décide de se concentrer sur la construction des chasseurs monomoteurs, mettant un coup d'arrêt au développement de ce remplaçant et aussi du Ju-52. Il cessera d'être fabriqué en Allemagne en 1944. Et d'ailleurs, quelques-uns, 321 exemplaires pour être précis, sont sortis des chaînes de production françaises de Colombes durant l'occupation. Le constructeur d'avions Amio était contraint d'en fabriquer pour le Reich. Ils seront livrés à l'Allemagne pendant la guerre et en 1945, seuls 30 pourront être récupérés. Après-guerre, la production reprend à l'étranger car la carrière du Ju-52 n'est visiblement pas terminée. En France, il sera produit chez Amio sous le nom d'Amio ACC-1 Toucan. L'armée de l'air et l'aéronavale tricolore continuent de les utiliser jusqu'au début des années 60. De son côté, Air France exploite plusieurs exemplaires pendant 2 ans, ce qui lui permet de rouvrir ses lignes désorganisées par la guerre. En Espagne, il sera produit chez Construcciones Aeronauticas SA sous le nom de Casa 352. L'armée espagnole en utilisera jusqu'à dans les années 70. Quelques exemplaires capturés sont également remis en service civil par Short Brothers en Irlande du Nord.
D'habitude, je vous raconte des faits d'armes de pilotes exceptionnels, mais ici, comme on est sur un avion de transport qui a effectué des missions logistiques, les histoires se font rares. Même s'il pouvait transporter des bombes et qu'il était armé, c'est pas en tant que combattant qu'il s'est illustré, plutôt en tant que victime. Le 22 avril 1943 a été un jour particulièrement sombre pour le Ju-52. Les troupes allemandes et italiennes en Tunisie sont alors au bord de l'effondrement. La Méditerranée est contrôlée par les Alliés et le seul moyen de ravitailler les forces de l'Axe est l'aviation. C'est ainsi que la Luftwaffe déploie ses Ju-52 pour mettre en place un gigantesque pont aérien. Ce jour-là, plus de 60 trimoteurs décollent de Sicile, chargés de vivres, de carburant et de soldats. Leur mission, rejoindre la Tunisie à travers une Méditerranée désormais dominée par les chasseurs alliés. Les vieux Tanteyu, lents et vulnérables, avancent en formation serrée. Au-dessus du Cap Bon en Tunisie, l'hécatombe commence. Des Spitfire, P-40 Warhawk et P-38 Lightning fondent sur eux et c'est un carnage. Les Ju-52, incapables de manœuvrer, sont abattus les uns après les autres, s'écrasant en mer ou explosant en flammes. Certains sont détruits au moment même où ils approchent des pistes tunisiennes. En une seule journée, ce sont environ 50 Ju-52 qui disparaissent avec leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons vitales. Ce désastre scelle la fin du pont aérien. La Luftwaffe ne peut plus soutenir les troupes de l'Axe en Afrique et quelques semaines plus tard, la Tunisie tombe aux mains des Alliés. Si cette opération manquée est un jour funeste pour le Ju-52, c'était pas son premier, car une autre catastrophe avait déjà frappé son histoire 2 ans plus tôt. Le 20 mai 1941 au matin, le Troisième Reich déclenche la plus grande invasion aéroportée de son histoire en Crète. L'opération Mercourt, sous le commandement du général Kurt Student, largue des parachutistes sur 3 zones stratégiques, Mal-Aimé, Héraklion et Rétimnon. Leur objectif est de prendre possession des aérodromes pour permettre l'arrivée de renforts aéroportés. La Royal Navy verrouillait alors toute tentative de débarquement amphibie. Ce sont plus de 500 Ju-52 qui sont mobilisés pour cette opération. Environ 22 000 soldats allemands sont engagés, dont plus de 15 000 Fallschirmjäger, leurs commandos parachutistes. Et ce jour-là, le ciel crétois devient un enfer. La DCA britannique ainsi que les chasseurs néo-zélandais et australiens ouvrent le feu sur les trimoteurs. Certains s'écrasent, d'autres partent en flammes ou tombent dans la mer. Mais malgré les pertes, les Ju-52 parviennent à larguer leurs troupes et les parachutistes qui, au prix de combats acharnés, finissent par s'emparer de l'île. Ce jour-là, la victoire revient à l'Allemagne, mais le prix à payer est exorbitant. Une centaine de Ju-52 détruits et des milliers de soldats tués ou blessés. Hitler en tire une leçon amère. Si ce n'était pas la première, c'était la plus grande opération aéroportée jamais tentée par la Wehrmacht. Mais la décision est prise, ce sera la dernière de cette envergure. Le général Kurt Student décrira même la Crète comme le tombeau du parachutiste allemand. Des vols commerciaux au champ de bataille, le Ju-52 a traversé l'histoire et aujourd'hui c'est l'un de ses survivants qu'on retrouve ici au musée Volant-Salis. C'est en 1990 que l'amiral Jean-Baptiste Salis acquiert cet exemplaire en Angleterre et à l'époque, c'est une épave. Il lui faudra bien plus qu'une révision et un coup de peinture pour lui redonner vie, mais Robert Roger, soutenu par les dirigeants de l'amicale, décide de relever le défi. Le démontage débute. Moteur, aile, empennage, circuit, tout est soigneusement noté, photographié et stocké. Plus de 4000 pièces reçoivent une étiquette. Une fois l'avion mis à nu, commence un travail long et minutieux. Chaque élément est nettoyé, réparé, traité, peint, puis réassemblé. Dans l'ombre, des bénévoles passionnés, discrets mais efficaces redonnent vie à la machine. Et peu à peu, l'avion reprend forme. Le poste de pilotage est restauré, les circuits sont réinstallés dans le fuselage, le train d'atterrissage est remis en place. Les moteurs sont entièrement refaits, révisés et remis à zéro. Et les voilà repartis pour 600 heures de fonctionnement avant la prochaine révision en profondeur. Au total, cette restauration aura nécessité 13 ans de travail, 20 000 heures de bénévolat et 3 500 heures de sous-traitance. Pour décaper les couches successives de peinture, pas moins de 3 500 litres de décapant ont été utilisés pour le fuselage et 1 500 pour les ailes. À la lecture de ces chiffres, on se rend bien compte qu'on n'est pas sur de la maquette et toute cette opération a forcément un coût. L'amicale finance l'essentiel, mais le Conseil général de l'Essonne et EADS ont apporté un soutien décisif. De nombreux anonymes fonctionnaires et passionnés du secteur aéronautique se sont également mobilisés pour sauver cet appareil.
Le musée aéronautique de Madrid a fourni des documents et des pièces, tandis que la Lufthansa a contribué au projet en adaptant la documentation de vol, en réalisant les vols de certification et en formant les équipages. C'est grâce à toutes ces énergies réunies que le projet a pu aboutir. Lorsque la restauration a été entreprise, tout le monde pensait que cet avion était espagnol. Mais une surprise attendait les équipes lors du démontage. La découverte de la plaque du constructeur, allemande, datée de 1943. Et elle porte un étrange numéro, 24, qui correspond à rien d'identifiable sur le moment. Ce sont des recherches historiques plus approfondies qui apporteront la réponse à l'équipe. Lors de la vente de la licence à l'Espagne, l'Allemagne impose la livraison de 30 appareils fabriqués chez Junkers afin qu'ils servent de référence pour valider les chaînes de production de CASA, la boîte espagnole qui allait les fabriquer. Et celui-là est l'un de ces fameux 30 avions. Dans un souci d'authenticité, puisqu'il est né en Allemagne, c'est la version militaire avec des marquages Luftwaffe qui est choisie pour la restauration. À l'exception des équipements modernes de sécurité indispensables au vol, tous les instruments sont d'époque et en état de fonctionnement. La remise en place de 2 chronomètres authentiques, disparus, a d'ailleurs nécessité 4 ans de recherche et d'échange avant leur installation. Aujourd'hui, il ne reste plus que 7 exemplaires en état de vol dans le monde sur plus de 6000 appareils produits pendant sa longue carrière, ce qui rend sa valeur historique d'autant plus grande. Depuis sa remise en état, l'avion a participé à de nombreux meetings en France, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, en Belgique et en Hollande. Partout, il suscite le même enthousiasme que ce soit en vol ou lors des visites au sol. Il devient souvent le témoin de retrouvailles émouvantes. Ancien pilote allemand ou français, parachutiste civil ou militaire, et même un homme né à bord d'un Ju-52. Ouais, c'est carrément original, mais c'est bien arrivé. Tous ces témoins retrouvent à son contact une part de leur jeunesse. Aujourd'hui encore, grâce à l'amical Jean-Baptiste Salis et ses bénévoles, il est chouchouté comme jamais et a encore de belles années devant lui. Junkers Flugzeugwerke, quant à eux, existent de nouveau. En 2015, l'homme d'affaires Dieter Morschek, pilote passionné, s'est fixé pour mission de faire revivre la marque historique. Restant fidèle à la vision d'Hugo Junkers, il réussit à préserver l'héritage tout en le réinventant, en l'associant aux technologies les plus modernes. Et ça donne des avions au look rétro magnifique. J'ai presque envie d'en avoir un, mais c'est un peu cher et puis j'ai pas mon brevet de pilotage de toute façon. Bon, un jour peut-être, qui sait. En attendant, vous pouvez toujours faire un don sur mon Tipeee, mais bon, je doute que ça suffise. Dieter Morschek a déjà fait revivre plusieurs modèles historiques et il a pour projet de ressusciter le célèbre Ju-52 nouvelle génération. Affaire à suivre. Pendant mes recherches, je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est que parfois on côtoie l'histoire au quotidien sans même s'en rendre compte. Au 33 rue du Maréchal Lefebvre à Strasbourg se trouve une ancienne usine qui abrite aujourd'hui des ateliers d'artistes ainsi que l'école de danse burlesque La Clandestine où j'ai été prendre des cours pendant 2 ans. Ce bâtiment, classé monument historique depuis 1993, n'est autre qu'une ancienne usine de Junkers. En 1941, les ateliers d'essai de la firme Junkers installés à Dessau en Allemagne sont transférés sur le site de l'ancienne usine automobile Matisse, à la Méno, aujourd'hui quartier de Strasbourg. C'est marrant, mon arrière-grand-père avait une Matisse en plus, bref. L'endroit réquisitionné est alors transformé en usine de guerre au service de la Luftwaffe pour la production et la révision de moteurs de bombardiers et d'avions de chasse. La société exploite également une unité de production d'armement à Illkirch-Grafenstaden. Après la guerre, les installations sont désaffectées. Les bancs d'essai de la Méno ne retrouvent une activité qu'en 1978, quand la société Circo-Locares les convertit en garage pour engins de chantier. Le bâtiment est restauré, conservant l'essentiel de sa configuration d'origine. Pendant le conflit, c'est près de 3500 personnes qui travaillent sur le site de la Plaine des Bouchers et l'ensemble de Junkers Flugzeug- und Motorenwerke employait environ 10 000 employés. Maintenant, quand je passerai devant, je le saurai. Pour terminer sur notre trimoteur Ju-52, ici au musée Volant Salis, vous pouvez voir l'un des derniers survivants, entouré d'autres légendes de l'aviation, de l'époque des pionniers jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ce sont plus de 50 appareils chargés d'histoire qui vous attendent dans les différents hangars du musée. Merci encore à eux de m'avoir accueilli pour ce tournage, je vous mets toutes les infos en description. Le Ju-52 a porté les armées allemandes du triomphe au désastre. De la Crète à Stalingrad, il a traversé toutes les batailles jusqu'à devenir le témoin silencieux de la chute du Reich. Aujourd'hui, rares sont ceux qui volent encore, mais quand ces moteurs résonnent, c'est l'histoire de l'aviation du XXe siècle qui reprend vie et ils ne sont pas prêts de s'arrêter. J'espère que vous avez aimé cette présentation et si vous voulez voir un autre gros avion de légende, je vous invite à découvrir l'histoire du B-17, la forteresse volante américaine. À bientôt pour une prochaine vidéo.